Alors, bonjour Guillaume, Sophie, on est aux rencontres citoyennes de Vierzon. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, dire quelle association collective vous représentez, quel est son objet et d'où vous venez? Alors, moi, je m'appelle donc Sophie Guillot et je suis membre du conseil d'administration du REVAV, qui est donc le réseau des victimes des accidents vaccinaux, originellement REVAB, puisque c'était au départ les victimes du vaccin hépatite B, et puis petit à petit c'est devenu de tous les vaccins à partir de 2018. Et je viens aussi parce que je viens de monter un autre collectif, mais un collectif cette fois-ci, qui n'a rien à voir avec le REVAV et qui s'appelle Collectif Info Santé. Voilà. Qui permet une information sur les questions de Oui, santé. Et qui est peut-être un peu plus orienté que le REVAV sur les questions de vaccins pédiatriques. De vaccins pédiatriques, voilà. Et moi-même, donc, je suis Guillaume Major, je suis président du REVAV. Donc, comme tu le précises, Sophie, qui a été créée en 1997 et qui a une certaine expérience maintenant des questions d'aide et d'accompagnement des victimes de vaccins. Et nous nous sommes ouverts en 2018 aux victimes de toutes les vaccinations, puisque nous étions beaucoup sollicités par certaines victimes, comme par exemple les victimes d'un syndrome de la guerre du Golfe, qui est une pathologie très spécifique que la NSM ne reconnaît pas encore actuellement officiellement et qui est mis dans une case, excusez-moi de l'expression, de narcolepsie. Donc voilà, on accompagne la connaissance des conséquences de l'utilisation de certains vaccins qui posent évidemment des problèmes en termes de santé publique. Tous ne le présentent pas au même niveau, mais nous avons des victimes que nous devons rendre absolument visibles et qui se réunissent tout simplement pour être collectivement plus actifs que de rester seuls chez elles, isolées et en souffrance. D'accord. Et vous représentez aussi l'ANAVIPS? Oui, tout à fait. C'est créé il y a maintenant 4 ans une alliance d'associations nationales de victimes de produits de santé qui regroupe différentes associations, donc avec des victimes impactées par un médicament comme le Levothyrox, comme le mercure dentaire dans nos amalgames, voilà, qui donne effectivement à se rendre compte des conséquences liées à l'utilisation d'un médicament anticancéreux, et qui regroupe aussi 2 associations nationales historiques de victimes de vaccins, dont l'association E3M, qui milite beaucoup pour l'arrêt de l'aluminium vaccinal, qui entraîne des myofascites à macrophages et des souffrances là aussi importantes chez certaines personnes qui vont être vaccinées avec des vaccins contenant de l'aluminium, comme par exemple le Gardasil ou le vaccin hépatite B, pour prendre ces exemples-là. Ou même des simples rappels DTP. Ou simple rappel de DTP. Qui contiennent aussi des adjuvants aluminiques. D'accord. Et vos actions, elles sont en même temps d'aider les victimes, et en même temps essayer de donner l'information et de faire peut-être on pourrait dire lobbying politique, enfin de faire entendre ces voix-là, c'est ça? Bien sûr, oui, dès le début de la pandémie, pour parler des vaccins Covid-19, de la vaccination contre la Covid-19, qui a concerné des adultes, mais également des enfants, on a effectivement alerté les pouvoirs publics d'un certain nombre de conséquences avec des données scientifiques internationales, puisqu'on savait avec les données par exemple d'Israël, dès 2021, qu'il y avait y avoir des conséquences dramatiques pour la population et des signaux très importants de la pharmacovigilance. C'était normal parce qu'on vaccinait beaucoup, donc on avait évidemment plus de victimes, mais on avait bien sûr des signaux très importants avec des pays qui ont beaucoup vacciné, comme Israël au départ de la pandémie. Donc c'était important de le faire remonter. Et alors vous êtes venus d'où géographiquement tous les deux à Vierzon? Moi je suis venue de Nîmes. De Nîmes, d'accord. Et Guillaume est de Marseille. De Marseille, voilà, sachant que l'association est nationale et qu'on a aussi des adhérents sur tout le bien sûr. Voilà. Oui, c'était juste pour marquer le déplacement à Vierzon. Alors, chacun de vous, qu'est-ce qui vous a personnellement amené à vous engager, comme à venir à ces conférences ou vous engager dans cette association, parce que ça représente beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, d'implication, de temps. Donc, est-ce que vous avez une raison personnelle chacun? Est-ce que tu veux commencer? Oui, si tu veux. Moi, personnellement, en fait, je me suis engagée il y a pas mal d'années sur le terrain de la levée des obligations vaccinales, parce que je pense que le premier scandale, il est là. Et que j'ai contribué à
à soutenir et aider des familles dont les enfants étaient victimes d'effets indésirables très graves, donc parfois avec des décès d'enfants, parfois avec des décès des enfants polyhandicapés. Donc chez ces gens-là, c'est très très compliqué d'imaginer d'aller vacciner leurs autres enfants avec le produit qui est peut-être susceptible d'avoir causé le problème grave chez leur enfant qui est décédé ou qui est polyhandicapé. Et c'est très compliqué en fait pour certains. Alors il y en a qui obtiennent quand même des autorisations de ne pas vacciner leurs enfants par les tribunaux, ce qui est quand même rare, mais ça arrive quand il y a des cas très graves. Et puis il y a des fois où il y a des gens, enfin moi il y a des témoignages qui me sont revenus de familles où il y a un bébé qui est décédé par exemple quelques jours après sa première vaccination. Parce que dans le cas présent, le médecin s'était trompé de produit. Il avait pris un produit qui n'était pas adapté à l'âge de l'enfant. Et il avait signé un permis d'inhumer à la famille. Il était venu faire un constat de décès et permis d'inhumer pour transmettre aux pompes funèbres. Et en disant à la mère, ma pauvre dame, vous n'avez pas de chance, c'est une mort subite du nourrisson. Sauf que la pauvre dame, elle a quand même eu l'idée de décacheter l'enveloppe qu'il avait fait pour les pompes funèbres. Et ce elle a vu écrit dessus, c'était décès suite à vaccination. Donc elle a fait un procès au médecin, elle a gagné bien sûr. D'accord? Cette femme a eu 4 enfants par la suite. Et bien curieusement, alors premièrement, dans la ville où elle résidait, elle ne trouvait plus aucun médecin qui voulait la prendre. Et deuxième chose qui est arrivée, c'est qu'on ne lui a jamais demandé les vaccinations pour ses 4 filles. Elle a pu les inscrire dans les établissements scolaires publics, personne ne lui a jamais rien demandé. Sauf une fois, elle a eu une infirmière, quand une de ses filles rentre en 6e, qui lui a dit « mais comment ça se fait que votre fille n'est pas vaccinée, etc. etc. » Elle a écrit une lettre au préfet, l'infirmière lui a envoyé une lettre d'excuse. Donc en fait, comme quoi, ça a beau être obligatoire, il y a quand même des fois où les administrations sont tout à fait capables de se coordonner pour pas enquiquiner les familles, quand ils veulent. Mais ça veut dire qu'ils reconnaissent aussi que ça peut être dramatique et que donc cette obligation ne devrait pas être. Ben, c'est difficilement supportable. Enfin, je veux dire, ayant perdu un bébé dans ces circonstances-là, son premier enfant, enfin, je veux dire, oui, non, mais c'était impensable de vacciner les autres, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ça avait beau être un DTP. Et quelle est la valeur qui résonne en vous quand vous êtes dans ces actions, ces engagements? Moi, la solidarité. La solidarité, ouais. D'accord. Ok, c'est ce qui vous anime. Ouais. J'ai 3 enfants que j'ai choisi volontairement de ne pas vacciner du tout il y a plus de 30 ans. Et je regrette pas mon choix, mais pour pouvoir le faire et entre guillemets vivre tranquille, j'ai dû un peu fermer ma bouche pendant des années. Donc quand j'ai commencé à militer, je me suis dit c'est parce qu'il faut que je me batte pour les autres. Il faut que les autres parents qui fassent le même choix puissent le faire sans être obligés de se cacher ou sans être obligés de tricher ou de faire des faux documents. Bien sûr. Parce qu'il y a énormément de gens malheureusement qui font ça. Dès qu'il y a une obligation, il y a des gens qui font des faux. Donc bon, c'est impossible de savoir combien il y en a, bien sûr, parce que dans ces cas-là, tout le monde est muet comme une carpe. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, il faut en parler absolument à personne quand on fait ce genre de choix. Donc moi, je l'ai dit publiquement à partir du jour où je savais que je ne pouvais plus avoir de poursuites judiciaires. Ok. Voilà. Donc oui, moi, ce qui m'anime, c'est que mes enfants, par exemple, quand ils vont avoir des enfants, ne soient pas obligés de se battre, comme je l'ai fait. Ok, merci Sophie. Qu'il y ait une liberté de choix, bien sûr, et des produits de santé qu'on utilise. Pour moi-même, Diane, c'est effectivement des questions de rencontre et de me rendre compte effectivement d'une certaine forme d'injustice. Donc j'étais responsable associatif et j'ai rencontré une personne qui était elle-même une victime collatérale ayant perdu son conjoint lié à une vaccination pour l'hépatite B et pour voyager. Le médecin avait proposé effectivement une vaccination et j'étais beaucoup ému par cette histoire humaine et du coup je me suis intéressé effectivement à la question de la vaccination et je me suis rendu compte d'un certain nombre de dysfonctionnements collectifs du coup et d'une difficulté des médecins par exemple à faire remonter les conséquences s'il y a une vaccination et vraiment on a tout de suite perçu ce qu'on appelle le déni des victimes ou des conséquences s'il y a une vaccination. Donc le REVAV évidemment soutient des personnes qui ont fait le choix à un moment consciemment ou volontairement de manière un peu contrainte par les aspects sociétaux de se faire vacciner et il est absolument important qu'on puisse
s'organiser socialement pour les défendre du coup. Hein. Mais la valeur qui résonne en vous, c'est quoi? Oui, c'est une question de lutter un petit peu quand même contre l'injustice de ce qui se passe du coup et de cette non prise en compte flagrante d'une réalité humaine où les gens témoignent de ce qui s'est passé, des gens en bonne santé qui utilisent un produit de santé et qui ont des effets indésirables et dont on a du mal à faire ressortir ce combat et leur existence propre. Donc voilà, c'est en les aidant et je crois que chacun d'entre nous avons dans notre entourage des personnes personnelles. On est touché personnellement par des victimes, quelques personnes qu'on soit. Sinon, on peut être soi-même avec un déni assez fort. Ok, bah merci à tous les deux pour cet engagement. Alors, deuxième question, en quoi vous pensez que ces rencontres citoyennes organisées à Vierzon, internationales aussi, sont nécessaires, utiles, particulières, importantes? Oui, merci beaucoup Sophie. Moi je crois que c'est vraiment une rencontre extrêmement importante humaine là également, hein, où on peut rencontrer des personnes qui vont chercher un petit peu plus loin que ce qu'on voudrait bien nous raconter au niveau médiatique, dans les médias mainstream. Et on remercie bien sûr les médias indépendants qui nous permettent aussi une réflexion. Et donc ces rencontres citoyennes internationales sont extrêmement intéressantes parce que on peut bien sûr se faire passer des informations et on attend qu'il y ait une remontée et une puissance citoyenne qui fera bouger les choses. On voit bien comme les partis politiques ont des difficultés, ont des débats internes sur les questions de vaccination, mais n'arrivent pas collectivement à indemniser suffisamment. La Cour des comptes retoque par exemple l'ONIAM, organisme d'indemnisation de certains types de vaccination, du manquement des indemnisations et du fait cet organisme d'État ne puisse pas faire suffisamment son travail. Donc il est aussi important pour nous tous, en tant que citoyens, que nous puissions obtenir que les agences sanitaires aient les moyens de fonctionner, qu'elles se remettent en question et qu'effectivement des décisions soient prises. Ça sera bien sûr la mobilisation citoyenne qui l'emportera certainement, à mon sens. Et cette rencontre est évidemment extrêmement enrichissante puisqu'elle nous permet de communiquer, de se retrouver ensemble. Alors, moi, ce que je trouve très intéressant à ces rencontres, c'est le fait de pouvoir rencontrer plein de gens et d'élargir nos contacts et d'avoir des carnets d'adresses plus chargés, et repartir avec plein de contacts pour pouvoir travailler ensuite à distance, ce qui est vraiment une opportunité particulière, c'est pas partout. Et si on n'avait pas les rencontres de Vierzon, ça prendrait peut-être beaucoup plus de temps pour obtenir un même carnet d'adresses, quoi. Ça, c'est intéressant pour ça. Je repense à l'ONIAM. Pour moi, il y a quelque chose qui est très important parce que l'ONIAM, c'est un organisme d'État qui est financé par des fonds publics et qui indemnise des victimes qui sont victimes de produits qui sont fabriqués par des firmes privées. Donc, il y a un truc qui colle pas là. Il y a un truc qui colle pas et ça ne fonctionne. Alors, il y a un autre truc qui est complètement incohérent pour moi, c'est que l'ONIAM peut intervenir pour tous les produits de santé et indemnise tout le monde, en théorie, hein, parce qu'il faut faire un dossier de fou, c'est un parcours du combattant et tout ça. Enfin, la théorie c'est ça. On a vu un avocat ce matin, voilà. 2000 € pour un utérus. Voilà, voilà. Et donc indemnise tout le monde, d'une part, mais pour les vaccins, l'indemnisation n'est valable que si c'est des vaccins obligatoires ou si c'est des vaccins dans des cadres de pandémie. Donc le H1N1 par exemple ou le Covid. Mais pourquoi? C'est soit tous les vaccins, soit pas les vaccins, soit, enfin, je veux dire, il y a un truc qui ne va pas. Et puis, deuxièmement, si l'ONIAM était un organisme qui défendait les intérêts de la population et du pays, quoi, il devrait y avoir une indemnisation qui est financée par des taxes qui sont prélevées sur les ventes de médicaments et de vaccins. Et que tout le monde... Pas sur les impôts du contribuable. Ben voilà, enfin, je ne vois pas pourquoi c'est indemnisé sur l'argent public. Moi, si Renault ou Citroën ou Peugeot vend une voiture et il y a un défaut sur la voiture et qu'il y a des personnes qui ont des accidents graves ou des problèmes parce que la voiture est défectueuse, ben c'est Peugeot, Renault ou Citroën qui vont indemniser les gens et qui vont faire fonctionner leurs assurances s'il faut. Enfin, c'est eux qui vont payer, quoi. C'est la loi de 1986, The Act, c'est ça, qui rend irresponsables tous les labos. La 86, c'est aux États-Unis. C'est ça. Je veux dire, en France, il n'y a pas cette loi, mais il y a de fait
Elle a eu lieu pour le Covid, hein, elle a été transposée pour mais déjà, les même en vaccinations 2009, Covid. même en Ouais. 2009, dans les contrats de vente ils avaient des déjà vaccins, une responsabilité. ils avaient D'accord. une responsabilité juridique, absolument. Mm. Donc déjà en 2009, ils avaient dit, mais s'il y a des gens qui ont des problèmes avec le vaccin H1N1, ça sera l'État qui va indemniser. Pourquoi? Okay. Pourquoi? Au nom de quoi? Enfin, ouais. C'est aberrant. Je trouve ça complètement illogique. Ok. Alors, la petite dernière question. Si vous pouviez changer une chose maintenant avec un coup de baguette magique, ce serait quoi? Et pour quel changement de paradigme dans les années à venir? Moi, je pense que c'est vraiment la première chose qui me semble importante, c'est effectivement de reconnaître les victimes et qu'il y ait une indemnisation très concrète des victimes. Évidemment, le REVAV a toute une série de demandes historiques, comme effectivement, tu le rappelles, Sophie, que le fait qu'il y ait des indemnisations aussi pris en compte par les laboratoires privés et que ce soit l'industrie pharmaceutique qui assure effectivement les conséquences puisqu'elle en tire les bénéfices financiers des vaccinations. Donc vraiment c'est quelque chose d'extrêmement important et il faut, je crois, créer des tables où effectivement on puisse par vaccin saisir permettre de saisir de créer un dossier au niveau du juge administratif et que on ait vraiment une indemnisation automatique de certaines victimes et de certaines conséquences des vaccinations. Pour moi c'est la priorité. Il faut qu'elle soit évidemment réglementaire et que la prévention ne soit pas confondue effectivement avec une vaccination, mais que ce soit vraiment travailler sur des processus de compréhension de la présence des victimes que nous pourrons agir. Et voilà, ça serait le coup de baguette magique de les rendre encore plus visibles. Moi, le coup de baguette magique, c'est que toutes les lois d'obligation vaccinale soient abrogées. Parce que je ne peux pas concevoir que le code de déontologie des médecins dit dans plusieurs articles que pour tout acte médical, le médecin doit recueillir le consentement libre et éclairé du patient en toutes circonstances. Que si le patient refuse l'acte, le médecin doit expliquer les conséquences, mais qu'il doit respecter la décision du patient dans tous les cas. Je ne peux pas concevoir qu'il y ait écrit ça d'un côté et que de l'autre, les médecins vaccinent en disant « Ah mais je ne peux pas faire autrement, c'est obligatoire ». Non mais là, on marche sur la tête, quoi. Alors, Jean-Pierre Redier, avec qui j'avais discuté, m'expliquait que dans certains pays où il n'y a pas d'obligation, même en France avant, oui. Les gens font quand même vacciner leurs enfants par défaut d'information, par ce qu'on met dans la tête des médecins. Donc même si on lève l'obligation, s'il y a toujours cette propagande qui tombe... Mais bien sûr, mais le changement de paradigme, c'est que s'il n'y a pas d'obligation, il doit y avoir une application stricte du consentement libre et éclairé, c'est-à-dire que il doit d'abord... le patient ou le parent, si c'est un mineur, recevoir une information complète avec une connaissance des risques de part et d'autre et que la patient il choisisse quelle catégorie de risque il accepte de prendre ou pas. Mais il n'y a pas de situation sans risque. Je veux dire, un enfant qui n'est pas vacciné aujourd'hui et qui attrape une méningite, ben, on va lui dire que c'est parce qu'il n'est pas vacciné, mais par contre un enfant qui est vacciné qui attrape la même méningite, on ne va rien dire du tout. Alors que c'est une méningite qui normalement aurait dû être prévenue par le vaccin qu'il a quand même eu. Voilà, donc moi j'estime que on doit donner une information qui soit réellement éclairée. Voilà, ça c'est la première chose. À partir de là, on demande un consentement qui doit être libre. Il n'y a pas à faire pression sur les gens. Ils doivent décider librement. Donc ils doivent avoir une information. Et pour avoir une information, il faut apprendre aux gens comment comprendre les documents qui sont écrits, parce qu'il y a déjà des informations, mais il y a beaucoup de gens qui ne les lisent pas. Par exemple, pour avoir discuté avec des milliers de parents depuis plus de 15 ans, je peux vous assurer que les parents qui me contactent en me racontant que leur enfant a subi un effet indésirable, je leur dis, avant de faire vacciner votre enfant, est-ce que vous aviez lu la notice du vaccin? Mais non, mais tous, il n'y a pas un seul, hein, tous. Ah non, jamais. Jamais, personne ne lit ces putains de notices. Pas plus qu'on lit les petites lignes des contrats d'assurance. Exact. Non mais d'accord, mais là c'est quand même moins touffu qu'un contrat d'assurance, hein, parce qu'une notice de médicament, même un RCP un peu lourd. Bien sûr, mais on fait confiance aux médecins, c'est ça que je veux dire. C'est que les médecins me mettent la pression. Moi, qui ai eu mes enfants, j'avais pas d'obligation vaccinale sur eux. Les médecins me mettaient la pression. Tout à fait. À chaque fois, je me suis engueulée avec eux en disant vous êtes en train de me dire n'importe quoi en fait. Vous êtes en train de me mentir. Donc
c'est compliqué parce qu'on se dit, dans des pays où il n'y a pas d'obligation, il y a quand même plus de 90% des gens qui font vacciner leurs enfants parce qu'ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils font. Ouais. Oui. Ok. Bah, écoutez, si vous avez autre chose à ajouter. Un grand merci à Dépêche Citoyenne pour cet échange et puis de cette présence aux rencontres citoyennes internationales. Merci à vous de nous avoir reçus en tout cas. C'était un plaisir. Merci à vous.